On est vraiment sur la définition des différents systèmes de chauffage, comme vous le soulignez à juste titre. Si, admettons, on est sur une urgence, comme vous l'avez souligné, c'est de remplacer un système de chauffage vétuste, mais on sera toujours sur cette philosophie d'anticipation au maximum, en se disant que l'enveloppe va être isolée et de faire en sorte que le système ne soit pas surdimensionné. Dès lors, ça engage une discussion avec les entreprises, d'avoir cette philosophie d'anticipation. On essaie de les faire rencontrer, on met en place des réunions, de leur dire, écoutez, là, il va falloir réfléchir différemment et de ne pas travailler uniquement sur les volumes à chauffer et de regarder quel est le système d'isolation qu'il va y avoir après coup. C'est vraiment toujours dans cette philosophie d'anticipation. Bonjour, Guillaume Adair, responsable du pôle public chez Certinergie et notamment assistant à maîtrise d'ouvrage du projet Tinergie à Brest Métropole Océane, qui est donc la première plateforme locale de rénovation énergétique primée par l'État donc il y a un mois. D'où ma question et mon interrogation, si on reprend le thème du débat qui était PRIS, quelle réalité ? J'ai, on va dire, une petite problématique, c'est que ça fait 1h30 qu'on parle du sujet, et on a parlé donc PRIS ANA, PRIS ADEME, et on n'a jamais abordé la question de qu'est-ce que font les collectivités territoriales là-dedans. Puisque si je me permets un petit rappel historique, en 2012, quand l'État, par la conférence environnementale et par un travail important du plan bâtiment durable, ont travaillé sur ce sujet, l'idée, donc, dans le plan de rénovation énergétique de l'habitat... On a besoin de cette dynamique locale où on fait en fait se rencontrer l'offre et la demande, c'est-à-dire les demandeurs de travaux de rénovation de l'habitat, et puis les professionnels qui sont identifiés localement, et ça on peut le faire bien au niveau local, on le fait beaucoup plus difficilement au niveau national. On peut faire mais prenez pas mal, un RGE au niveau national, reste qu'au niveau local on peut qualifier beaucoup plus simplement, beaucoup plus, de façon beaucoup plus pertinente, les professionnels qui vont s'engager dans une démarche de progrès, une démarche de qualité en termes de rénovation énergétique. Effectivement, il y a les conventions que nous signons avec les villes, et donc on voit que les villes s'engagent quand même dans cette volonté d'avoir un espace de conseil pour le grand public. Après, vous parliez de plateforme locale. La région Île-de-France a lancé un appel à manifestation d'intérêt, soutenu par l'ADEME aussi. Le Conseil général du Val-de-Marne, par exemple, vient d'y répondre et souhaite effectivement porter cette plateforme, mais à l'échelle départementale. Alors peut-être que c'est encore un peu trop vaste, on verra. Et du coup, dans la boucle, pour gérer la cohésion entre les prix SANA et EIE, nous avons une agence locale de l'énergie et nous, en tant qu'opérateurs et Espace Info Énergie, qui sommes intégrés dans cette démarche-là. Il y a plutôt un foisonnement d'initiatives territoriales sur, on va dire, de manière générale, sur des plateformes de rénovation énergétique pour le bâtiment. Alors on peut dire ça manque de cohérence tout ça, mais c'est aussi de là qu'arriveront les solutions qu'on pourra essayer de dupliquer, que d'autres collectivités dupliqueront pour avoir petit à petit ça prenne au niveau du territoire. Là on est plutôt actuellement sur une dynamique qui est bottom-up que top-down. Donc c'est vrai qu'en France on a plutôt l'habitude d'avoir des choses qui sont dictées de l'État et ensuite on applique, mais il serait bon qu'on profite des débats sur la décentralisation actuelle. Bon, là, je fais un peu de politique, c'est pas forcément mon rôle d'ailleurs, mais débats sur la décentralisation actuelle pour donner un petit peu plus d'autonomie à l'échelon territorial et notamment aux régions qui peuvent organiser un petit peu les initiatives au niveau local. Dominique Verlot, commissariat général à la stratégie et à la prospective. Merci tout d'abord de vos exposés et bravo pour votre travail. 2 questions par rapport à ce que vous avez dit. La première, vous avez indiqué, je crois, qu'un dossier représentait une semaine de travail. Est-ce que vous pourriez développer un peu ce sujet ? Si on veut traiter 10 000 dossiers par an, comment fait-on ? Ou est-ce qu'on doit vous multiplier par un certain nombre ? Donc, comment peut-on aller jusqu'au bout ? Deuxième question, est-ce qu'on a un critère de rentabilité socio-économique ou est-ce que vous calculez le prix du kilowattheure évité ? Est-ce que vous avez un tel chiffre qui devient de plus en plus indispensable au fur et à mesure qu'on s'interroge sur la dépense publique ? Je crois que ce n'est pas la peine de vous faire un dessin. Pour répondre à la première question, effectivement, une semaine, donc c'est vraiment une moyenne. Il y a des dossiers qui sont un peu plus rapides. Et bien sûr, on se rend compte du manque d'équipes opérationnelles en place d'un point de vue national. Nous, on a eu peur au départ de voir des concurrents arriver, mais finalement, on est relativement soulagé parce que je vous avouerai qu'il y a du travail pour tout le monde
et que effectivement il faut essayer de favoriser le développement d'autres opérateurs ou de renforcer, enfin d'aider à renforcer les équipes. On est des associations, enfin nous en tant que Pacte, on est des associations. Le budget d'une association c'est quand même difficile, surtout en ce moment. Donc c'est vrai que c'est des efforts qu'on doit mener, et c'est pas un appel, mais c'est vrai qu'on aimerait bien aussi qu'il y ait aussi peut-être cette démarche de fait aussi pour aider les associations à développer encore plus leurs équipes opérationnelles. Ce qu'on a, c'est les certificats d'économie d'énergie qui permettent de faire une mesure. On a les diagnostics de performance énergétique avant et après travaux, avec le montant de travaux engagés. Au niveau local, on n'a pas de retour d'expérience aujourd'hui. C'est des données qui remontent au niveau national. Et ensuite, ce sera à l'ANA centrale finalement de synthétiser, de faire l'analyse et puis d'éventuellement aller vers l'un ou l'autre, de faire évoluer le programme. Donc il y a des doutes. Aujourd'hui, c'est ça que je peux vous dire. Mais simplement peut-être pour vous rappeler, les sources de financement de l'ANA sont les cessions de quotas carbone. Donc il y a évidemment des justifications à produire. L'ANA a à rendre des comptes sur l'euro dépensé par rapport au kilowattheure économisé, effectivement. Donc il y a une mesure la mesure du gain énergétique, elle est vraiment très importante. Bonjour, Frédéric Massip, je suis un industriel, membre du syndicat Profluide, régulation pompe. La question est plus orientée pour toucher, on va dire, le particulier. C'est d'abord les économies d'énergie, mais c'est aussi la valorisation de son bien. Quels sont les leviers sur, je dirais, le vecteur haut performant inside ou intelligence inside, l'impact sur le prix de l'immobilier, et parce que là, au-delà, je dirais, des économies d'énergie, je dirais que ça a une autre valeur sur, je dirais, la vente de biens. On peut déjà observer une différence en fait de prix de logement en fonction de l'étiquette énergétique, qui est l'indicateur le plus couramment connu. Ça, peut-être Thomas pourra préciser. Ce que je voulais aussi indiquer, on parle toujours de la surcote verte d'un bâtiment qui va être rénové énergétiquement. On l'observe sur du label BBC Finergie Rénovation, parce que moi je connais par exemple des marchands de biens qui font leur business là-dessus. Ils achètent des bâtiments, ils les rénovent. Alors il y a le confort aussi qui améliore évidemment, mais au final ils cherchent un label Finergie Rénovation, de manière à pouvoir attester aux futurs vendeurs qu'ils ont rénové un bâtiment qui est au top de l'efficacité énergétique. Donc ils revendent ensuite ces bâtiments, puis ils en rachètent d'autres, etc. Et donc ils font vraiment, finalement, ils travaillent sur cette valeur verte, et ils font comme ça leur marché sur ces bâtiments-là. Je laisse peut-être Thomas répondre sur j'ai plus en tête exactement quand on change d'étiquette, combien on estime. J'espère que tu l'as en tête, sinon je te pose un piège. On a fait un dossier qui résume les différentes études connues sur la valeur verte tant dans le tertiaire que dans le résidentiel, que vous trouverez sur le site du plan bâtiment durable, donc qui a été publié en décembre dernier. Il y a 2 études qui portent particulièrement sur le logement, une issue de la Commission européenne et une autre issue de l'Association des notaires. En gros, un saut de classe de DPE représente, d'après l'étude européenne, 3 à 4% de gains supplémentaires. Toutes choses égales par ailleurs normalement, et pareil, on a le même ordre de grandeur dans l'étude dynamique, ce qui fait que quand vous avez 7 classes, ça commence à faire beaucoup de différence entre du A et du G. Alors sachant qu'évidemment ces études ont c'est une tendance lourde qu'on voit, qui est très claire et qui en plus se dégage de manière similaire à l'étranger. Il y a une incertitude assez élevée parce qu'on n'a pas encore des données statistiques suffisamment importantes, mais clairement une valeur verte se dégage actuellement et est prise en considération par le marché.